Donc, bonjour à tous, je suis Laureline Lenevez et je suis accompagnée donc de Marion Fontanier. Nous sommes doctorantes en deuxième année au sein de l'unité de recherche technique à l'Université de Poitiers. Et cette communication s'intitule Sobriété numérique entre obligations professionnelles, attentes institutionnelles et responsabilité citoyenne, études exploratoires dans l'enseignement secondaire et supérieur. Nous allons dans un premier temps revenir sur le contexte et les questions de recherche liées, puis nous verrons le cadre conceptuel, la méthodologie, pour en arriver bien entendu au résultat. Donc, en introduction, nous voulions vous parler d'un des derniers rapports du GIEC concernant la situation environnementale qui dresse donc un constat préoccupant. Dans ce même temps, les technologies de l'information et de la communication continuent leur développement avec un nombre croissant d'équipements numériques et de nouveaux usages, ainsi que le champ de l'éducation n'est donc pas exempt de ces évolutions alors même que les acteurs de l'enseignement semblent encore engagés dans une transition numérique systémique, ils devront en tout cas embrasser une transition écologique. Pour entamer cette transition écologique, donc on peut parler de la loi RIN qui en 2021 va introduire en France la stratégie numérique responsable et qui trouvera une déclinaison au sein du Code de l'éducation qui évoque une sensibilisation à la sobriété numérique. La question de la sobriété numérique dans l'enseignement supérieur et la recherche semble cependant moins encadrée, mais elle se fait progressivement une place dans les stratégies institutionnelles et l'intérêt pour la sobriété numérique se manifeste. On le voit notamment donc dans les thèmes de recherche et elle se décline aussi au sein de formations où on voit entre autres aussi la multiplication de ressources pédagogiques sur cette thématique. Le contexte de cette recherche, donc c'est à partir des données des étudiants en M2 parcours IME, ingénierie, médiation, e-éducation, dont vous a parlé Jean-François. Nous vous proposons donc de s'intéresser aux questions suivantes, qui sont donc quelles connaissances les enseignants ont-ils de la notion de sobriété numérique et comment se construit cette réflexion éthique sur les enjeux environnementaux du numérique? Nous posons aussi une seconde question qui est quelles sont les représentations et les pratiques numériques des enseignants au regard d'une éthique mettant en jeu la sobriété numérique? Alors, je vais maintenant vous parler du cadre conceptuel dans lequel s'ancre notre travail. Donc, notre étude s'ancre dans les sciences de l'information et de la communication. Nous envisageons les usages, mais également les non-usages du numérique, en considérant l'influence de nombreuses variables comme les imaginaires, les représentations, les contextes et lieux d'usage. Ici, les usages du numérique sont abordés sous l'angle de la sobriété numérique. L'objectif de cette recherche est d'analyser comment les enseignants se positionnent par rapport à la question de la sobriété numérique et aux enjeux éthiques qui la sous-tendent. Pour ce faire, nous articulons quatre concepts interdisciplinaires qui permettent de comprendre la manière dont les dimensions sociales et techniques font sens pour les acteurs. Donc, le premier concept central, c'est celui d'éthique. À partir de la vision d'Aristote, nous définissons l'éthique comme une décision personnelle étant le fruit d'une réflexion argumentée, prudente et motivée par un désir, nécessitant des capacités réflexives et des connaissances. À la notion d'éthique, nous articulons également celle de responsabilité et de liberté, telle que théorisée par Hannah Arendt, c'est-à-dire que l'individu reste pleinement responsable, car la liberté à faire le bien ou le mal est une disposition humaine invariable. Le second concept que nous mobilisons est celui des cadres de l'expérience emprunté à Goffman, c'est-à-dire que les individus s'insèrent dans des divers cadres qui orientent leur perception, représentation et donc leurs actions. Il est intéressant d'observer la manière dont s'articule le cadre professionnel, personnel et numérique. La question des cadres est intéressante à relier à celle de l'éthique, car il peut y avoir une tension entre éthique personnelle et éthique professionnelle. Nous faisons du cadre numérique un cadre à part entière, car la numérisation croissante en milieu éducatif fait que les pratiques se pensent de plus en plus en lien ou au travers des techniques numériques. Pour continuer donc ce cadre conceptuel, nous voulions dire que la crise écologique, nous avons compris que donc la crise écologique pousse les sociétés à repenser une éthique qui sera donc plus proche, dite plus proche de la nature. Mais pour ce faire, elles doivent s'appuyer sur des sources morales qui seront communes. Et la place de l'éducation au développement durable au sein des programmes scolaires est prépondérante pour sensibiliser les futurs citoyens. Un autre point est que la
formation de la communauté enseignante et le développement d'une littératie de la sobriété numérique adossée à des outils pédagogiques constituerait un des points de départ à cette sensibilisation pour cette nouvelle notion, et notamment la diffusion donc d'un nouveau cadre de référence qui sera partagé. On peut aussi envisager les diverses initiatives, réglementation dans l'enseignement, les intérêts universitaires, la production de ressources autour de la sobriété numérique comme des indices qui sont supplémentaires de ce nouvel imaginaire social qui est à l'œuvre, avec cet hyper-bien écologique qui se charge en valeur à chaque réénonciation par les différents acteurs, mais aussi les acteurs de l'éducation. Enfin, la maturité numérique serait probablement alliée avec la sobriété numérique dans l'enseignement, puisque dans le référentiel européen des compétences numériques, DIGE Compédu, on retrouve donc l'item utilisation responsable du numérique, qui va s'enrichir de la notion de sobriété numérique dans l'éducation générale qui sera prodiguée donc en milieu scolaire. Autrement dit, la sobriété numérique serait aussi un aspect, en tout cas, des compétences numériques à acquérir. Pourtant, cette notion de compétence dévoile aussi qu'en France, l'appropriation du numérique dans les pratiques pédagogiques reste disparate et parfois modeste, ce qui pose inévitablement la question du niveau de maturité numérique en considérant donc les facteurs qui sont intrinsèques à l'enseignant, mais aussi les facteurs extrinsèques liés au contexte professionnel. Alors, bon, je vais maintenant vous parler de la méthodologie de travail, donc en commençant par la construction du terrain. Donc, ça a été évoqué, on a utilisé les données recueillies par les étudiants du M2 IME qui avaient un projet glissant sur toute l'année universitaire. Euh, Ils ont fait le choix au premier semestre d'un public cible parmi 5 segments d'acteurs de l'éducation française, donc les élèves de primaire, les lycéens, les enseignants de lycée, les enseignants du supérieur et les ingénieurs pédagogiques. Pour construire leur dispositif, ils ont mené une étude à la fois qualitative via le recueil de verbatim et quantitative, donc pour connaître le public cible et comprendre les besoins. Nous avons travaillé sur les données de 2 des 5 groupes, donc les enseignants du lycée et les enseignants-chercheurs. Nous avons décidé de garder uniquement les groupes donc 4 et 5, donc enseignants du lycée et enseignants-chercheurs, pour assurer une cohérence et étudier ainsi les pratiques professionnelles des enseignants. Nous avons donc écarté le groupe concernant les élèves de primaire. Il convient de souligner les différences d'objectifs de chacun des 2 groupes. Donc le groupe 4 qui a travaillé sur les enseignants du lycée avait un double enjeu, celui de faire évoluer les pratiques professionnelles des enseignants du secondaire et leur permettre de sensibiliser leurs élèves, alors que le groupe 5 sur les enseignants-chercheurs avait pour but uniquement d'agir sur l'ensemble des activités des enseignants, donc enseignement, recherche et administratif, mais pas du tout d'objectif de transfert de connaissances à leurs étudiants. On a donc des différences entre les 2 questionnaires administrés et donc une différence de données recueillies. Nous avons effectué une analyse secondaire des données quantitatives récoltées par les questionnaires administrés via Lime Survey. Les méthodes d'échantillonnage étaient non aléatoires à participation volontaire pour les 2 groupes, du fait de la méthode d'administration du questionnaire, donc par email ou par des groupes de diffusion sur les réseaux sociaux professionnels des étudiants. Et au total, pour le groupe 4, on a travaillé sur 67 questionnaires valides et pour le groupe 5, 200 questionnaires valides. Nous souhaitons souligner certaines limites des données recueillies. Donc, tout d'abord, le travail empirique des étudiants a été soumis à de fortes contraintes temporelles du fait du calendrier universitaire assez contraint, restreint. Euh, le terme numérique n'était pas clairement défini dans aucun des 2 questionnaires, ce qui a pu donner lieu à des ambiguïtés ou des problèmes d'interprétation du terme par les répondants. Certaines questions manquaient de précision dans leur formulation. Et enfin, on peut souligner un biais potentiel sur la population qui a répondu, c'est-à-dire ceux qui ont pu répondre étaient ceux qui avaient un intérêt pour le sujet, mais également ceux qui étaient non réfractaires au numérique, puisque le questionnaire était diffusé en ligne. Donc, dans un premier temps, nous allons parler donc d'une méconnaissance de la notion de sobriété numérique en contexte éducatif, puisque du côté des enseignants de lycée, 70% disent avoir entendu parler de la sobriété numérique, et 55% aimeraient pouvoir se former. Pour les enseignants-chercheurs, plus de la moitié des répondants pensent que leurs usages professionnels des technologies et du numérique ont un impact environnemental et 44,5% déclarent avoir déjà opté pour des pratiques numériques qui seraient donc dites plus sobres.
Dans l'ESR, lorsqu'ils doivent définir le concept de sobriété numérique à l'aide de trois mots-clés, on retrouve essentiellement des remarques qui sont relatives au stockage, au volume des données et notamment au mail. Dans le secondaire, quand on leur pose cette question qui est similaire, ils vont notamment citer l'idée donc de réduire les pratiques, mais aussi que ces pratiques doivent être pensées en amont. En revanche, dans les deux groupes, on retrouve plus rarement les notions d'obsolescence programmée, la réparation des appareils, voire même l'abandon de certaines pratiques. Dans les verbatims sont aussi cités, entre autres, le droit à la déconnexion et au temps d'écran ou tout simplement la sobriété énergétique. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport entre la sobriété numérique et la sobriété énergétique mériterait d'être creusé, puisque l'on retrouve souvent dans les verbatims les expressions faire des économies d'énergie, moins d'électricité consommée. En tout cas, on peut se demander s'il n'y a pas parfois une confusion des transitions et donc des sobriétés. De plus, cette conscientisation des impacts environnementaux des usages numériques semble constitutive, mais pas l'unique déterminant d'un passage à l'acte. Ensuite, nous allons donc nous intéresser au point des institutions. 43% des enseignants de lycée pensent que leur institution serait favorable à la formation des enseignants à la sobriété numérique. Lorsque la hiérarchie est considérée comme étant défavorable, les répondants vont décrire une institution très favorable au numérique. Et surtout, ils vont notamment expliquer que les formations se font rares. Dans l'ESR, 69% des répondants pensent que l'institution devrait proposer des programmes de sensibilisation ou de formation en matière de comportement face au numérique, donc de façon plus globale. Le cadre dans lequel s'inscrivent les enseignants-chercheurs est un cadre parfois prescriptif sur les usages. Environ 70% des répondants ont une attente envers leur institution comme cadre capacitant de changement et 41% des répondants pensent qu'il est possible de changer de comportement numérique au sein d'un environnement institutionnel qui norme les pratiques. La majorité des répondants estiment ne pas ressentir un fort degré de régulation de la part de leur institution sur leur utilisation des outils numériques. Les injonctions institutionnelles relatives au numérique sont absentes sur les questions environnementales, mais présentes sur d'autres aspects, comme la multiplication des équipements, la performance des infrastructures, le manque de budget dédié est aussi cité. Ces injonctions qui sont ressenties seraient donc plutôt liées à de l'hyperdisponibilité induite par la simultanéité, par l'accélération des temporalités, donc qui serait induite par les technologies numériques, et la lourdeur administrative, ainsi que les contraintes techniques. Le troisième axe d'analyse tiré des données est celui de la prise de position éthique vis-à-vis de la sobriété numérique entre obligations et responsabilités. Alors, nous avons vu que l'institution exerçait un poids assez fort sur les pratiques numériques en général, mais peu sur les questions environnementales, et que même si la notion de sobriété numérique n'était pas toujours bien comprise, ça n'empêchait pas les individus d'adopter certaines pratiques de sobriété numérique. Donc ici, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure ces pratiques sont adoptées de façon spontanée, à la suite d'une réflexion personnelle, ou si c'est motivé par des contraintes ou obligations en contexte professionnel. Donc le concept central ici, c'est celui de l'éthique, et on va voir comment les décisions et pratiques sont sous-tendues par des valeurs. Donc on note tout d'abord une ambivalence avec, d'un côté, un retour réflexif sur les pratiques numériques, qui est limité par l'environnement professionnel et en même temps, il y a une volonté, notamment dans le secondaire, de la part des enseignants de former les élèves, de les sensibiliser et de faire évoluer leurs pratiques malgré tout. Donc ces limites de l'environnement professionnel, c'est le fait que l'usage du numérique, il est souvent soumis à des logiques d'accélération et de performance. Donc c'est cette, question d'hypernumérisation, des activités. Donc cette ambivalence révèle une volonté de s'inscrire dans une démarche responsable, considérée, par les enseignants comme étant en contraste avec l'environnement numérique, professionnel général. Donc on a cette tension entre éthique personnelle souhaitée par certains et obligation professionnelle de l'autre. Le deuxième point intéressant, celui des sources de motivation d'adoption, de pratiques sobres. Dans l'ESR comme dans le secondaire, il s'agirait plutôt d'une motivation individuelle, relative à des valeurs et un positionnement éthique personnel, tout en aspirant à l'élaboration efficace mais non contraignante d'un cadre institutionnel pouvant permettre l'évolution des pratiques ou d'aider à la prise de décision.
On voit que l'institution est peu influente, elle propose un cadre qui est peu contraignant, peu injonctif sur la sobriété numérique, alors qu'elle l'était sur d'autres sujets liés au numérique. Ainsi, on voit que les pratiques de sobriété numérique adoptées par les enseignants ne sont pas présentées comme un acte de résistance contre une institution qui serait polluante, mais elles sont bien posées comme une tentative de résistance à l'environnement de travail hyper numérique et à l'hyperdisponibilité induite. Un autre point est celui de la mise en balance des valeurs et des priorités. Pour les enseignants, les enjeux pédagogiques sont plus importants que la sobriété numérique. Il manque également de temps et ils soulignent la nécessité d'un retour à l'apprentissage des fondamentaux pour leurs étudiants ou pour leurs élèves. Le dernier point que nous voulions évoquer est celui de la place de la sobriété numérique dans la formation continue des enseignants. Là encore, la question de la priorité est de nouveau soulignée. Pour certains enseignants, le manque de temps pour se former et le fait que ça ne présente pas d'intérêt pour leur pratique pédagogique fait qu'ils ne souhaitent pas particulièrement se former aux questions de sobriété numérique. Certains répondants répondent tout de même qu'ils accepteraient de suivre une formation à condition que celle-ci ne soit pas obligatoire. On voit donc que se pose ici la question éthique dans la mise en balance d'ordre de grandeur, pour reprendre les termes de Ricoeur, qui semble parfois opposés. Du moins, la façon dont les enseignants posent l'équation semble refléter une tension entre des éléments difficilement compatibles. On aurait d'un côté le développement ou l'utilisation intensive du numérique, avec toutes les contraintes induites que nous avons évoquées, et de l'autre, le soin porté à l'enseignement, aux fondamentaux, des apprentissages et une pertinence du choix des outils pour la pédagogie. Le dernier point dont je vais parler maintenant, c'est celui du lien entre sobriété numérique et maturité numérique. L'hypothèse que nous souhaitions explorer était celle de la relation entre le niveau de maturité numérique et l'intérêt porté à la sobriété numérique et son intégration dans les pratiques professionnelles, avec l'idée qu'un certain niveau de compétence serait nécessaire, un certain niveau de compétence numérique, pour avoir du recul sur ces pratiques et les faire évoluer vers des pratiques de sobriété. Si l'on reprend le Dij-Compédu, on voit que l'item de la sobriété numérique figure dans un des domaines qui composent en fait le Dij-Comp, donc qui est celui de l'environnement professionnel, avec comme compétence le fait d'agir en faveur d'un numérique professionnel sûr et responsable. Le Dij-Comp est décomposé en niveaux, comme les niveaux de langue, les niveaux de compétences. Et on voit ici que le niveau en fait, de compétences des enseignants pour la sobriété numérique serait A1, A2 ou B1, puisque les pratiques de sobriété numérique sont souvent limitées au tri des mails et à la gestion du stockage. Cependant, on souhaitait souligner que les données en l'état ne permettent pas d'établir de lien statistique entre les deux variables, car les questionnaires n'avaient pas été pensés pour récolter ce type de données. Ça resterait donc une piste à creuser. Donc pour conclure rapidement, je vais synthétiser les éléments saillants de notre travail. Donc tout d'abord, on observe que malgré un usage récurrent du numérique chez les enseignants dans leur pratique pédagogique, il y a une méconnaissance de la notion de sobriété numérique dans le contexte éducatif et une absence d'analyse fine de ces enjeux. Ensuite, les enseignants manifestent des attentes fortes vis-à-vis des institutions éducatives. Ils souhaiteraient avoir des orientations, voire des directives précises concernant la sobriété numérique et la possibilité de suivre des formations sur le sujet, notamment face à l'injonction qui leur est faite de développer le numérique dans leur pratique professionnelle. De plus, les enseignants pointent un manque de positionnement et de communication des universités, notamment. Il s'agirait peut-être pour l'institution de définir des principes éthiques collectifs permettant de guider, orienter l'engagement individuel des enseignants vers des pratiques numériques plus éthiques sur le plan environnemental. Un troisième point important était celui de la mise en balance de valeurs qui joue dans l'appropriation, donc notamment entre des enjeux de pertinence pédagogique et l'efficacité obtenue par le numérique. Enfin, concernant l'hypothèse d'un seuil de compétences numériques minimum à avoir pour s'intéresser à la sobriété numérique, on voit que le faible niveau d'intégration de la sobriété numérique dans les pratiques professionnelles questionne justement ce lien entre sobriété numérique et maturité numérique, c'est-à-dire que la maturité numérique pourrait jouer sur l'intérêt, la capacité à comprendre ou se représenter des problématiques liées aux enjeux environnementaux du numérique et pouvoir ainsi construire une réflexion éthique. Malgré donc des données qui ont été construites dans l'objectif de créer un dispositif, elles révèlent donc des pistes à explorer dans des études calibrées pour y répondre. Dans les verbatims, notre attention s'est notamment portée sur le terme oxymore,
qui était donc proposé par un des répondants. Et cela a fait écho aux critiques déjà formulées à l'encontre du développement durable, notamment un article de Serge Latouche qui dira sur le développement durable, il s'agit encore d'un bricolage conceptuel visant à changer les mots, à défaut de changer les choses, mais cette fois-ci on a affaire à une monstruosité verbale du fait de l'antinomie mystificatrice de l'expression. On pourrait donc aussi s'interroger sur la dimension oxymorique de la sobriété numérique, voire même on pourrait questionner les injonctions contradictoires institutionnelles, toujours plus de numérique, mais avec toujours moins d'impact environnemental.